J'ai toujours dit que c'était probablement mon père qui avait déclenché quelque chose en faisant ce que j'avais trouvé à l'époque une merveilleuse peinture. Je devais avoir un sujet à illustrer, une poésie illustrée à l'école et j'avais fait un petit paysage et il était revenu peindre, alors dans l'épaisseur, avec de la gouache, un paysage de neige. Voilà, j'avais trouvé ça absolument merveilleux. Et j'ai toujours pensé que c'était ce déclic, là c'est d'ailleurs rigolo, que j'ai fait des images de neige et que j'ai travaillé la matière. Et que, enfin voilà. J'ai toujours pensé que c'était ce déclic-là qui m'avait donné ce désir. Et puis c'était quelqu'un qui dessinait lui-même, mais qui dessinait plutôt des dessins techniques, des choses comme ça. Et il y avait chez moi des merveilleux dessins techniques de gares, que j'ai conservé d'ailleurs, que j'ai toujours ici. Donc je pense que c'est des choses comme ça qui m'ont donné ce désir, ce goût, enfin des belles choses, et voilà. Donc j'ai commencé à prendre des cours de dessin avec un ami de la famille qui peignait, aller faire des croquis comme ça sur nature, sur les bords de Loire. Et puis voilà, j'ai passé le concours d'entrée, j'étais pris aux Beaux-Arts, et puis j'ai par la suite écourté un peu le séjour aux Beaux-Arts. C'était compliqué pour nous, pour cette génération-là. On avait des idées un peu radicales sur le monde, puis on avait envie que le monde change. Et c'était compliqué de rajouter des images à un monde d'images, et on avait tendance à considérer les galeristes comme des vendeurs, les musées étant des lieux de conservation, et nous on n'était ni dans la marchandise, ni dans le passé, donc voilà, continuer à faire de l'art, c'était pas forcément une nécessité, quoi. On avait plutôt envie de faire de notre vie une œuvre d'art, et enfin voilà, c'était le grande chose de l'époque. Bon, mais c'était très bien d'ailleurs, c'était très bien, mais il y a forcément un moment où on est rattrapé par ce désir par ce désir de créer. J'ai passé toute une période à faire un travail plutôt d'ordre militant, c'est-à-dire que je me disais que, bah, quitte à avoir un petit peu de talent et un petit peu de savoir-faire dans le domaine de l'image, fallait s'en servir pour essayer de faire passer des idées. Et comme j'ai adhéré très vite de par mon parcours, puisque moi j'étais déjà d'une famille qui était une famille de gauche, déjà depuis très longtemps. Mon grand-père était pratiquement anarcho-syndicaliste, enfin tous mes parents étaient au Parti communiste, enfin c'était vraiment une famille rouge. Donc moi j'avais quel choix de prendre l'opposé, de devenir un failli réactionnaire, ou au contraire d'aller encore plus loin que dans la radicalité. Donc c'est le choix que j'ai fait, j'ai été évidemment, et donc j'ai découvert à cette époque-là les écrits situationnistes, enfin tout ce qu'il y avait de plus radical dans les pratiques de l'époque. Comme je venais d'un milieu où la culture n'était pas forcément l'élément principal, enfin j'avais moi quand même un désir de connaissance, quoi. J'avais vraiment un désir de lire énormément, de découvrir énormément, voilà, et puis en même temps, bah, ça nourrissait mon travail, bien évidemment. C'était aussi complètement en relation avec ce que je faisais, ce que j'étais, voilà. C'était pas dans un univers, c'est-à-dire c'était aussi bien des livres de sociologie que des livres de psychanalyse, que des ouvrages politiques, que des ouvrages artistiques, que des spectacles. Enfin, je veux dire, c'était pas du tout, j'étais pas du tout clos sur une problématique. C'était vraiment une découverte tous azimuts, voilà. Et puis c'est aussi une époque où tout se mélangeait, c'est-à-dire que les gens faisaient aussi bien de la chorégraphie, mais c'était aussi bien du théâtre, qu'aussi bien de la danse, que c'était, enfin, qu'il y avait aussi de l'audiovisuel, on a l'impression à l'heure actuelle que c'est des choses nouvelles, enfin, mais c'est pas vrai, à l'époque déjà, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans ces domaines-là.
Moi, quand j'ai vu ce qu'on appelle maintenant pompeusement le multimédia, moi j'ai toujours eu le sentiment d'être dans ce mélange-là, dans ce métissage-là des choses. Et puis, donc j'ai décidé de partir et j'ai décidé, enfin j'ai, ouais, dans un coup comme ça, très, dans un élan romantique, j'ai détruit toute une partie de mon travail, quoi. Voilà, tout le travail de cette époque-là a été détruit. Et voilà, j'ai dit je pars à l'aventure et je suis parti effectivement sans savoir si je reviendrais. L'objectif, c'était pas de, j'avais pas de billet de retour quand je suis parti. Et puis bon, la réalité m'a vite, m'a vite rattrapé, évidemment. Et bon, je suis revenu un an après, et là j'ai vécu une période bon un peu triste, un peu dure, un peu parce que j'ai retrouvé les gens un peu à la même place où je les avais laissés. J'avais pas forcément de moyens de survie, enfin voilà, c'était un peu galère comme on dit. Et Et puis surtout, le fait d'avoir abandonné toute activité créatrice, euh, en réalité me frustrait totalement, quoi. Donc j'étais vraiment pas bien, quoi. Donc là, j'ai décidé de venir à Paris. Voilà, c'était la période où je suis venu à Paris et où j'ai repris petit à petit, tout doucement, une pratique, mais de manière un peu minimale, comme ça, de manière un peu discrète, justement avec la photographie, en me disant, voilà, c'est un moyen simple pour pouvoir faire des choses, et c'est pas encombrant, on peut se promener avec, on peut aller la nuit dans les bars, faire des images, enfin voilà, c'était bon. Parce que l'autre idée était pas être dépendant d'institutions, de subventions, de pas être dépendant du fait du prince, quoi, en quelque sorte. Voilà. Et donc je m'étais dit, bon, si tu as tant soit peu de talent, tu dois bien pouvoir en vivre. Donc c'est ce qui fait que je me suis dirigé vers le graphisme et ce qui m'a permis jusqu'à présent de subvenir à mes besoins, quoi. Pendant tout un temps, c'est vrai que je me suis approché de plus en plus de la matière, du corps, presque on pourrait dire presque une prise de vue macroscopique, microscopique, enfin quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire s'approcher vraiment des choses, presque rentrer dans les choses. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, plutôt que de photographier la matière, de s'en approcher, d'essayer de la toucher au plus près, travaille la matière elle-même, tout simplement. C'est ça qui s'est produit. Alors, c'est curieux parce que c'est quelque chose qui est arrivé avec mon départ de la ville, en fait. C'est pas du tout un travail que je faisais quand j'étais à Paris, où j'avais un travail plus photographique sur la ville, sur la vie nocturne, sur des ambiances. Ça fait partie des premières photos que j'ai faites quand je suis arrivé à la campagne, par exemple. Où j'ai fait toute une série comme ça d'images bougées, floues, en passage comme ça très rapide devant le paysage ou en bougeant à des temps de pause lents. Enfin. Et ça, c'est des photos dans les petits cimetières justement, les petits cimetières de campagne. Je pourrais faire une série de nus à Gap.
Alors ça, j'avais repris des écrans, j'avais sorti des écrans. Ce qui m'intéressait, c'était le pixel de l'image, le pixel comme les pores de la peau. Donc, du coup, c'était pas les pores de la peau, mais c'était le pixel de l'image. Du coup, c'est pas du nu qu'on s'approche, c'est de l'écran qui fait écran entre le nu et l'œil. J'avais abandonné cette idée de militer à travers l'image, à travers mon travail, mais en me disant, voilà, peut-être qu'on peut produire à travers une certaine poétique, on peut produire des petites étincelles comme ça de conscience, des petites voilà, et puis changer des modes de pensée, faire évoluer des modes de pensée, et puis faire évoluer des modes de regard. Donc pour moi, l'art, c'est un peu ça, enfin c'est cette idée-là, quoi, d'un apport, amener une petite pierre supplémentaire à l'édifice, quoi. Ou essayer de faire écrouler l'édifice de temps en temps, des fois. C'est pas mal non plus. Et puis là-dessus, c'est la période aussi où j'ai rencontré Vera Sekeli. Et là, ça a été une rencontre extrêmement importante pour moi parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était, bon d'abord qui était une femme formidable, enfin à bien des égards, qui avait un travail vraiment très fort, enfin un travail de qualité vraiment très impressionnant, et qui tout de suite m'a mis en confiance et qui tout de suite a voulu voir les photographies que je faisais. Et ça m'a donné vraiment une assurance en moi-même, une ouverture, et puis surtout le fait de voir que il n'y avait pas à avoir de mauvaise conscience à être artiste, quoi, et que les choses pouvaient se faire très simplement, quoi, voilà. Il y a une chose, moi, qui a été importante, c'est que j'ai monté des expositions avec elle. J'ai accroché ces expositions avec elle. Et c'est vrai qu'elle avait une manière d'être dans l'espace, d'occuper l'espace, qui était d'ailleurs vraiment l'élément principal de son travail. C'était cette manière qu'elle avait d'arriver dans un espace et de l'investir totalement, quoi. Et c'est vrai que toutes ces dernières années, c'est quelque chose que j'ai retrouvé, quoi. Enfin, c'est un naturel que j'ai retrouvé. Et de plus en plus, j'abandonne les cimaises, les murs et la surface plane de la photographie, justement, pour me retrouver dans l'espace, dans le volume, voilà. Ce sont des choses que j'avais en gestation. Je savais que j'avais ces objets-là, je savais que j'avais ces photographies-là, je savais qu'il y aurait un travail qui se développerait avec ça. Alexandrine, par exemple, ce que j'appelle Alexandrine, la pièce d'Alexandrine, c'est une pièce qui a été montrée la première fois il y a maintenant 15 ou 20 ans, mais pas du tout sous cette forme-là. Elle a pris là sa forme définitive, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui a vieilli, c'est comme le bon vin, quoi. Ça a pris son temps pour se bonifier. Mais j'ai enfin trouvé là, avec l'exposition de Gap, l'opportunité de montrer ce travail-là. Parce qu'il y a une chose que je trouve intéressante, c'est de confronter justement cette idée du temps du musée, qui a 100 ans, qui va avoir 100 ans, donc cette idée de centenaire. Et puis le fait que dans le musée, on aille de l'archéologie des temps les plus anciens jusqu'à maintenant, jusqu'au temps contemporain. Donc une latitude comme ça immense, et donc mon propre temps. Alors il y aura les objets photographiques, mais il y aura aussi des objets comme ça. Il y aura le miroir, il y aura l'appareil photo, il y aura
la loupe, il y aura tous ces objets qui seront aussi présents, probablement la palette, enfin voilà. J'aime bien mélanger les temps, quoi. C'est vraiment une chose qui m'amuse beaucoup, quoi. Il y a là, il va y avoir par exemple là-bas, dans la série du train, là, ce que j'ai appelé chemin de traverse, il y a une photographie qui est une des premières photographies que j'ai faites, que j'ai publiées, mais que là j'ai reprise, mais que j'ai retravaillée, que j'ai retravaillé avec de la poudre, que j'ai oxydé, voilà, j'ai retravaillé un cadre, je l'ai mis dans le contexte général de l'objet. Comme une photo ancienne, justement. Mais c'est une photo ancienne au sens réel, puisque c'est une photo qui date de 25 ou 30 ans que j'ai faite. Et voilà. Alors que ça, c'est des photos qui ont été faites par mon père pendant la dernière guerre. Donc ce travail-là, il va être en relation avec la partie historique à Gap. Tout le travail sur la guerre, la résistance et tout ça. Alors ça, c'est un travail que j'ai appelé, c'est un clin d'œil, j'ai appelé ça la robe de la mariée reflètera une plus grande quantité de lumière que le costume sombre de son compagnon. Voilà. Bon, c'est aussi un clin d'œil vis-à-vis de Duchamp et de la mariée, voilà. Mais c'est un travail, ça, que je vais mettre en relation avec le département de peinture, parce que, bon, c'est un travail sur le modèle, sur le nu. Et puis, je le mets en regard d'un tableau qui est là-bas, qui s'appelle L'enlèvement d'Hélène. Et donc, ce qu'il y a de rigolo dans le tableau de L'enlèvement d'Hélène, c'est que c'est donc le présage de la guerre de Troie, en réalité, et c'est une scène, c'est un grand paysage avec une profondeur de champ très, très importante. Et le seul élément qui laisse présager de la guerre à venir, c'est les tout petits bateaux qui sont dans le coin à droite de la toile avec le vent qui souffle dans les voiles, quoi. Et j'ai découvert ça, en fait, après avoir choisi ça, la photo sur l'échafaudage, c'était à Florence. Il y avait le vent qui s'engouffrait comme ça dans la toile d'échafaudage et qui faisait comme une robe, comme un corps, quoi, qui dansait, et voilà, quoi. Donc j'ai travaillé aussi sur le pli, sur la déchirure, sur enfin, des éléments comme ça de tissu qu'on retrouve dans la pièce. Tissu qu'on retrouvera dans la pièce des mains des femmes aussi, dans la pièce là, des mains qui est à côté, enfin voilà. C'est-à-dire la photo devient de plus en plus comme une toile, sauf qu'au lieu d'être une toile vierge, en quelque sorte, c'est une toile sur laquelle il y a déjà un motif et sur lequel je reviens. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette idée de presque comme une idée de surépaisseur, quoi, de strate dans le travail. Je me souviens un matin être sorti dans le jardin. Les photos étaient sur des tréteaux comme ça avec de l'eau, des plaques de verre, du métal et tout ça. Puis il y avait la rosée, c'était gelé. Et tout ça était givré avec juste le soleil comme ça qui arrivait, qui frisait, comme ça, qui faisait une lumière frisante. C'était superbe comme image. J'ai fait des prises de vue, j'ai pris des détails de ce moment-là. Et en réalité, j'en ai tiré une autre pièce, un autre triptyque. Donc voilà, c'est un certain stade du travail, il y a un autre travail qui s'est introduit, mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a émergé, ça a été une surprise. Quand tu as rencontré Malevich,
et son carré noir, quand tu as rencontré Duchamp et son Ready-Made, quand tu as lu Joyce, Finnegan Wake, quand tu as écouté John Cage, enfin tu vois, bon, derrière tout ça, tu te dis qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Tu vois, c'est quand même aussi sur le plan artistique, sur le plan de l'expression, des choses extrêmement radicales, donc qui devaient avoir lieu, c'est des moments extrêmement importants dans l'histoire de l'art contemporain. Mais quand tu arrives derrière ça, quelle place tu tiens? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas raconter? Qu'est-ce que tu peux pas continuer à peindre des carrés noirs sur fond noir et à montrer des cuvettes de chiottes? C'est pas possible, tu vois. Ça, c'est une photographie que je vais normalement agrandir très très grand dans l'exposition. Et c'est la photographie qui devrait recouvrir la toile de Lesdiguières présentant ses enfants à Henri IV. Voilà. Donc en fait, dans toute la salle, ce sera des photographies noir et blanc. Et sur la sculpture, autour de Rodin et tout ça. Et ça sera la seule tache de couleur qu'il y aura dans la salle qui recouvrira la peinture de... Je regardais l'autre jour dans l'atelier les différentes pièces qui vont partir à Gap, par exemple, et je me rendais compte que tu avais des identités, tu avais donc les creusets, tu avais les pièces d'objets photographiques, ce que j'appelle mes objets photographiques, tu avais les séries photographiques, là, toutes les oxydations et tout ça, mais à chaque fois, c'était des multiples. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à l'intérieur d'un même travail, les choses se rencontraient, se croisaient. J'étais pratiquement incapable de faire une œuvre avec une chose unique. Enfin, très rarement. Ça m'arrive très rarement, finalement. Tu vois. Et c'est toujours une multitude de choses qui se croisent entre elles. Et puis, en même temps, cette multitude rencontre une autre multitude, et ainsi de suite. Alors, d'ailleurs, c'est rigolo, parce que l'exposition de Gap, je l'ai appelée Quantité discrète. C'est effectivement des quantités au sens mathématique du terme, et d'ailleurs quantité discrète est un terme scientifique, mathématique, et en même temps c'est cette idée de discrétion, c'est-à-dire de choses qui n'imposent pas un sens, qui n'imposent pas un seul point de vue, qui n'imposent pas une seule direction, mais qui est là, oui, de manière relativement discrète, fluide, et qui peut faire émerger des choses. Voilà. Après, chacun prend là-dedans. Voilà. C'est aussi une rencontre là entre l'intime et le général. C'est tout le temps, on est tout le temps dans ces oppositions-là. D'ailleurs, ça c'est probablement une chose que j'ai retenue de Vera, par exemple, qui disait, elle, toujours dans son travail, je travaille entre le lourd et le léger. Voilà. Il y en a quelque chose qui est de l'ordre de la terre, qui est de l'ordre du sol, tu vois, et puis quelque chose qui s'envole, quelque chose qui émerge, qui s'envole, voilà, le lourd et le léger. Et c'est vrai que cette idée d'opposition est très fructueuse dans la création.
une vision très occidentale quand même, la photographie. Tu montres la photographie à des gens qui n'ont jamais vu de photographie, par exemple, ils ne savent pas la lire, ils ne savent pas la voir. C'est-à-dire, c'est vraiment une vision éduquée, la photographie. C'est vraiment une vision civilisée. Alors que là, si tu regardes les creusets, si tu regardes des objets comme ça, c'est plus du tout le même type de regard. On n'est pas sur une surface qui conceptualise en quelque sorte une vision, un regard. Voilà. Donc c'est ce côté-là qui me gêne un peu dans la photographie, et c'est ce côté-là que je recherche dans ces objets, dans ces installations, dans ces... Voilà. Perdu, je recommence. Mais il y a aussi une chose qu'on va trouver dans l'exposition partout, qui est récurrente, sont les mains. Donc c'est vrai que quand j'ai entamé ce travail-là, c'était aussi me réconcilier un petit peu avec cette idée, avec cette histoire ouvrière et cette histoire du travail manuel. Et voilà, j'avais envie de rendre hommage à l'intelligence de la main en quelque sorte. Enfin, voilà. Donc, on va trouver aussi bien dans les photos faites sur Rodin tout ce rapport entre les mains sculptées et les mains vivantes. Le transport, le fait que les gens touchent les sculptures, les portent, les transportent, voilà. On va trouver dans la fonderie tout le travail des fondeurs, évidemment, en train de travailler, tout ce travail des mains-là. On va trouver chez les couturières toutes les mains de femmes. On va trouver dans le corps, dans le nu, tout le toucher, le côté tactile, enfin voilà. Donc on va trouver de manière récurrente des mains. Dans l'archéologie, il y aura la main négative aussi. Enfin bon, voilà. Il y a un moment, on ne sait plus si on est dans le regard ou dans le toucher. Voilà. Donc c'est toujours cette ambiguïté-là aussi que je développe dans mon travail, quoi. Alors c'est complètement étonnant parce que tu es dans un univers, toi, avec des masses importantes, lourdes, le feu, toi, la terre, bon. Et puis tout d'un coup, tu as un petit tampon de coton qui vient au milieu de tout ça. Et moi, je me suis posé la question de ces fonds-là, de comment éliminer les impuretés qu'il y avait autour pour pas que l'alimaille tombe, tu vois. Et donc je me disais, tiens, je vais mettre du mastic, ou je vais mettre du... Tu vois, j'imaginais plein de solutions. Puis tout d'un coup, je me suis souvenu de cette image-là, des types qui mettaient le petit bout de coton-tige là, dans leur trou. Et j'ai fait la même chose. Et en fait, ça marche vachement bien. Et je trouve ça très, très beau, quoi, comme rapport de densité. Encore une fois, une opposition, quoi, entre ce qui est infiniment léger et doux et ce qui est massif et lourd. Et voilà. C'est incroyable les reflets de ce métal là, t'as vu? Ouais. T'as des violets, des roses, des violines, des bleus, des profondes, c'est étonnant. Hein. Et avec le gris du creuset, c'est... Je trouve que c'est bien de faire des belles choses, quoi. Et que le monde n'est pas si beau, et que je trouve aussi agréable de faire passer des choses à travers des choses qui touchent par leur beauté, par leur... voilà. Et ça n'empêche pas de se poser des questions. C'est pas parce que c'est moche, ou rebutant, ou, tu vois, ou sordide, ou je sais pas quoi, qu'on se pose plus de questions que si c'est beau, tu vois. On peut aussi créer en faisant de belles choses, et voilà. Et tu regardes
un dessin de Kelly ou un dessin de Matisse ou une toile de Bonnard, je veux dire, c'est absolument superbe et c'est aussi une réflexion sur le monde, c'est aussi, voilà. Je travaille sur la fonderie, c'est pas quelque chose de plaqué par rapport à moi, parce que j'ai toujours été proche de ça, du feu, de par mon histoire, de par l'histoire des chemins de fer, des grands-pères, de mon père, bon, c'est des choses que j'ai connues toujours. Donc je me sens proche de ça, quoi, ça me correspond complètement. Puis j'aime bien cette idée en même temps des creusets, de cette multitude de creusets, avec cette forme-là, et puis la multitude de dés à coudre à côté, par exemple. Tu vois, le masculin, le féminin, le tout. Et bon, c'est pas là par hasard, quoi. Et c'est pour ça que c'est important pour un artiste de montrer son travail, quoi, de publier son travail. Je veux dire, un écrivain sans éditeur, un musicien sans producteur, un artiste sans lieu d'exposition, c'est terrible, parce que je veux dire, l'art, c'est avant tout un échange, tu vois. C'est avant tout un acte amoureux, donc si tu es tout seul dans ton coin à faire un acte amoureux, c'est de la masturbation. Je veux dire, si tu es à deux ou à plusieurs, ça devient un acte d'amour, ça devient un échange de dons réciproques. Donc c'est ça qui est intéressant dans la création.